Annabelle Show. Bonjour à tous, ici Annabelle Show, vous êtes bien sûr Radio J. Bienvenue dans votre rendez-vous du Late Show de l'après-midi avec mon invité exceptionnel que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et l'intégralité de l'émission sur la nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag. Nous sommes le jeudi 5 décembre 2024. Notre président a un agenda très chargé, hormis le fait qu'il doit choisir un premier ministre en 2-2 pour s'occuper de la France comme on choisirait une babysitter de secours. Il est attendu ce samedi avec tout un parterre d'invités VIP, s'il vous plaît, dont l'ex-futur président des États-Unis Trump, pour célébrer la réouverture en grande pompe et en jolis souliers de la majestueuse cathédrale Notre-Dame. Se prépare un concert d'anthologie avec entre autres le DJ Michael Michael plutôt, le pianiste très connu mondialement Lang Lang. Ça change de Quasimodo et ses cloches, créé par Victor Hugo, qui a d'ailleurs participé avec son œuvre magistrale à la renommée mondiale de cette cathédrale. On peut dire qu'il aura été un bon attaché de presse. Et ça tombe bien aujourd'hui parce qu'on va parler d'une autre très grande dame qu'il a mis en lumière. Une certaine, ou plutôt la seule et l'unique, le monstre sacré. Expression consacrée pour elle, Sarah Bernhardt. Mais on va aussi évoquer la féminité, la liberté, la soif de vie, le théâtre, le jeu, le chant et la passion dévorante. Celle que j'accueille dans ce studio aujourd'hui est aussi une grande dame de la scène et une grande âme de la vie. Mystérieuse, habitée, fascinante. La puissance fragile, la fragilité charismatique, la poésie incarnée, une source de lumière et d'énergie dans un corps humain, un regard profond, une voix polymorphe pouvant aussi bien aller dans la légèreté de la petite fille qu'aux émois de l'amante amoureuse, qu'aux éclats de voix d'une diva, qu'à la gravité des états d'âme d'une femme en perdition. Elle est un ovni, une œuvre d'art en perpétuel mouvement, elle est passion, elle est un volcan incandescent, mais surtout source de lumière. J'ai le plaisir d'accueillir la comédienne, chanteuse, auteure, mais surtout artiste Estelle Meyer. Magnifique entrée, merci infiniment Annabelle, quel scintillement. Eh ben, vous scintillez de mille feux. J'ai mis des petits colliers d'or. Effectivement, Estelle est venue parer. Oui. On se croirait déjà au théâtre. Vous êtes venue avec votre lumière aujourd'hui. Comment ça va, Estelle ? Ça va bien, je suis heureuse de vous rencontrer un peu plus profondément et d'ouvrir un chemin ensemble cet après-midi, un beau voyage de forêt, de volcans et de petits chiens à lunettes charmants. Ah oui, ça c'est pour le décor. Les petits totems. Regardez l'émission en images, comme ça vous aurez tout du voyage de notre exploration cet après-midi dans votre âme, dans votre inspiration, dans vos envies, et voilà, vous êtes attaqué à un monument du patrimoine, de l'histoire tout simplement et de l'art, Sarah Bernhardt, et donc vous êtes actuellement au théâtre du Palais Royal, où vous foulez les mêmes pas qu'elle, puisqu'elle y a joué aussi dans l'extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt. Et c'est vrai que donc vous marchez sur ses pas, vous êtes une habituée des rôles audacieux. Mais comment est venu ce projet à vous en fait ? Par la grâce et la sororité de Géraldine Martineau, qui est l'autrice et la metteuse en scène du spectacle, qui est une femme que je connais finalement depuis je pense presque 20 ans ou 15 ans. Je me rappelle quand j'ai commencé le théâtre à 18 ans, je suis rentrée au cours Florent et j'ai été voir les travaux de la classe libre et j'ai vu cette jeune femme qui avait j'avais l'impression qu'elle avait toujours 12, 15, 16, 17 ans, une espèce de jeunesse éternelle. Elle a tout d'une miniature persane, mais en même temps comme une héroïne de Bergman. Elle est blonde des neiges, une héroïne d'Andersen, d'ailleurs elle a écrit sur La Petite Sirène, et j'ai vu cette jeune femme qui faisait une communiante. Je me rappelle, j'étais avec ma mère et j'étais marquée par son halo, sa présence, son mystère aussi. Vous aviez parlé de mystère, et aussi comme un contraire absolu, moi qui suis brune, qui a un visage préhistorique, intense, almovardien, enfin grotte de Lascaux et autres. Je voyais comme l'autre pôle du féminin, moi qui suis assez chêne, des ancêtres paysannes, des mains, des nez, des jambes, enfin voilà, je me sens terrienne, ancrée, enracinée. Un grand chêne, je voyais une femme de l'air, une femme une petite nymphe, une nymphée, exactement, en même temps avec cette puissance du feu glacé qu'elle a et son lead absolu. Et donc c'est elle qui m'a proposé il y a 3 ans. Je sentais qu'elle me regardait un peu vivre et elle m'a dit écoute Estelle, je voudrais te parler d'un projet. On a déjeuné ensemble et elle m'a dit voilà, j'écris sur Sarah Bernhardt et je voudrais que tu joues Sarah Bernhardt. Wow. Et j'étais complètement soufflée, étonnée. Puis ensuite, elle m'a parlé de sa vision de Sarah, de ce qu'elle aimait chez elle, de ce qui l'attirait, de ce qui lui parlait. Et ça a répondu à ma fougue, en effet, à ma foi, à mon féminisme. Et puis à votre personne, à vous et à vos convictions, je dirais. Oui, c'est ça. Puis l'envie de grandir en étant près des pionnières. Enfin, je trouve qu'elle donne tellement de force, ces femmes qui ouvrent les voies.
C'est un personnage qui vous ressemble, Sarah? Je pense que, en tout cas, dans la Sarah de Géraldine, il y a une triangulation qui est hyper belle parce qu'elle a aussi beaucoup écrit pour moi. Par exemple, aussi la façon de traiter sa voix. On parle beaucoup de sa voix d'or. Il y a quelques enregistrements, on dirait une chamane. Elle est presque en transe. Il y a une espèce de tremblement, d'ardeur absolue, profond. De vibration, comme ça. Ouais, de contralto, qui se diffuse, souffle. ouais. Exactement, comme une incantation profonde. Quelque chose d'un peu religieux, même, d'ailleurs. Quelque chose d'un peu religieux. On dirait un psaume ardent qui transforme le monde, ou des petits poudlards qui passent. Et du coup, on a eu cette idée, c'est Géraldine qui a eu cette idée de me proposer de chanter, donc de traiter la voix et le sensible et son étrangeté par le chant. Et c'est ce qui fait toute la richesse, je trouve, et toute la modernité aussi de ce traitement de sa vie. Parce que donc, pour expliquer aux auditeurs qui n'auraient pas encore vu ce chef-d'œuvre qu'il faut absolument aller courir applaudir, on traverse comme ça donc le destin de Sarah Bernard depuis l'adolescence jusqu'à sa mort. Ouais. Et c'est vrai que c'est d'une fluidité à la fois. Donc vous êtes accompagné sur scène par vous êtes 10 au plateau. On est 10, 8 acteurs voilà. et deux musiciens. Et c'est à la fois sobre. C'est-à-dire on voit rien venir, en même temps tout est là. C'est d'ailleurs à un moment dans le spectacle on change complètement de décor, je vous avoue, mais je me suis dit mais comment ils ont fait. À un moment on passe du décor un peu de l'intérieur comme ça, on part aux États-Unis. Un salon, Je vous assure, à un moment j'étais là mais j'ai pas vu le truc passer en fait, parce que je vous regardais, parce qu'il y a un peu de la prestidigitation dans tout ça. Et c'est vrai que vous amenez avec votre énergie et votre vision d'aujourd'hui une modernité sur ce personnage d'avant qui en fait fait écho à beaucoup de choses, beaucoup de messages. C'est hallucinant, elle est en avance sur tout, elle dirige le théâtre de la ville, elle a un rapport en effet à l'histoire aussi, elle s'engage politiquement, la France est anti-Dreyfusarde, elle prend position, elle a un féminisme, alors on n'aurait pas forcément dit ce mot à l'époque, mais elle veut gagner sa vie comme un homme dans sa sexualité, elle a aussi bien des histoires avec des hommes que des femmes, avec des hommes plus âgés, des hommes plus jeunes, elle assume de gagner de l'argent, de réussir, il y a une espèce de décomplexion de sa propre route où elle s'empare à pleines pattes de son chemin, de son destin. Elle joue des rôles d'hommes. Elle convoque des auteurs. Elle leur demande d'écrire des pièces. Elle écrit elle-même des pièces. Elle sculpte. C'est vrai qu'Octo a inventé cette expression du monstre sacré. C'est vraiment comme Shiva ou une déesse indienne qui a plusieurs bras effectivement. Et qui a un sens du mystique en même temps, de l'engagement. Là, elle se fait couper la jambe à 70 ans parce qu'elle a une jambe qui marche plus. Elle continue à jouer en chaise à porteur, à s'appuyer sur un piano. Pendant la Première Guerre, elle va au front pour soutenir les soldats. Elle va aux États-Unis avec des lettres de mission pour essayer de persuader les États-Unis de rentrer dans la guerre aux côtés des Alliés. Donc elle est aussi bien politique que poétique, qu'une femme très en avance. Et une femme éprise de liberté, d'audace. Complètement. Et d'ailleurs, ce qu'on ne sait pas forcément, c'était une mère célibataire aussi. Mère célibataire à 20 ans, d'un type avec qui elle fait l'amour dans un bal, et quand elle lui annonce qu'elle est enceinte, le type lui répond cette phrase charmante: Mademoiselle, quand on s'assoit sur un fagot d'épines, on ne sait pas celle qui vous pique. Merci monsieur. Et puis finalement, ce type, quand elle deviendra une immense star, voudra reconnaître le gamin, et le gamin répondra: mais attendez, le nom de ma mère vaut bien le vôtre, et des princes de ligne, il y en a des milliards, mais le fils de Sarah Bernard, il y en a qu'un, c'est moi. Et bim! Donc, envoyé. Petit retour de karma joyeux. Effectivement. Alors, vous êtes très bien accompagné dans cette aventure. On voit comme ça les comédiens autour de vous interpréter plusieurs personnages. Et c'est à la fois d'une justesse, émouvant, drôle par moments aussi. Et on est vraiment plongé dans un tourbillon d'émotions à travers, encore une fois, ce destin qu'on sent, encore une fois, de proche de nous, et de ce message de liberté, de faire ce qu'on a envie de faire, parce que la vie est fragile. Oui. Et aujourd'hui, les choses reviennent, l'histoire se répète. Donc, c'est vrai que ça doit faire écho. Ça a été dur l'adaptation pour Géraldine. Elle a bossé comme une dingue pendant 4 ans. Elle a amassé un nombre de matières. En plus, ce qui est quand même aussi assez bouleversant, elle était un peu en mode pity. Quand elle a proposé le spectacle à Sébastien Azopardi au Théâtre du Palais Royal, elle ne savait pas, parce qu'il ne l'avait pas dit, il a dit ensuite qu'il avait fait son coming out, que c'était l'arrière petit-fils de Sarah Bernard. En effet. Donc il y avait quand même un... Et en fait, il y a plein de signes. Enfin, moi, je crois beaucoup aux signes, au chemin et aux confirmations, peut-être de la route, peut-être aux anges, enfin au souffle qui fait qu'on a une route personnelle à chacun. Oui, quelque chose ici d'animal. Je crois que vous avez parlé
Et vous abordez beaucoup de sujets également dans vos chansons. On va y venir, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur vous et votre parcours et toutes vos inspirations. Vous parlez de ce que vous appelez la chaîne des ventres, qui fait l'humanité, puisqu'on est tous issus d'un ventre de femme. Et en fait, on est tous issus d'empreintes comme ça, de traces, d'héritage. Et c'est ce qui fait peut-être qu'il y a une mémoire sensorielle, corporelle qui se diffuse. C'est magnifique ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord. Ça rejoint ce que c'est vous qui m'avez inspiré alors. C'est le côté poupée russe de l'humanité qui passe son temps à s'engendrer, se réengendrer. Peut-être si nos âmes sont anciennes, si en effet certains physiciens disent qu'on est fait d'étoiles réellement, enfin que c'est pas un concept poétique, qu'on est fait de la matière de l'univers, qu'on est solidaire avec les plantes, les pierres, les arbres. Enfin, moi ça me plaît beaucoup Enfin je vois derrière vous la ville de Paris là qui scintille, on dirait les routes aussi. Oui, c'est une imbrication comme ça. Des chaînes de toiles d'araignée, c'est ce dont parlent les chamans, en effet, qu'on est vraiment une toile de vie et qu'on est codépendant et du coup co-solidaire de tout le vivant. C'est extraordinaire du coup d'avoir comme ça eu ce signe de revenir chez ce arrière-petit-fils. C'est incroyable. Et du coup, lui-même, je pense que c'est pas une réparation, mais qu'il y a quand même un rapport au cycle et en effet à la mémoire d'une ancêtre. Il y a eu un jour où ça a été immortalisé par le Parisien, c'était assez bouleversant. Il y a eu 15 descendants qui sont venus et je suis restée en costume avec tous ces descendants qui me disaient « Sarah, vous pouvez vous mettre à côté de votre bisaïeul ?» Enfin, je sais pas, il y avait un rapport au temps et c'est ça que permet le théâtre et l'art, cette espèce de tissage de voile, de temporalité complètement vertigineux entre les mondes, quoi. Ouais. Le temps n'existe plus. Exactement. On dépasse les frontières, quoi, du temps. On fait péter les plafonds cosmiques, c'est ouh. Justement, qu'est-ce que ça vous a fait la première fois que vous l'avez incarné ? Beaucoup d'émotions, j'avoue que j'avais un énorme trac parce que tu joues pas Phèdre, quoi. C'est une vraie femme qui a existé. Donc je pense qu'il y a, enfin je sais pas, j'avais un rapport. Il y a une certaine pression historique en même temps. Ouais, puis à la responsabilité. Enfin, en plus quand t'es actrice, c'est tellement l'actrice. Enfin c'est pas rien, je trouve, pour une actrice de jouer une actrice. J'avais vraiment pas envie d'être cliché. En même temps, j'avais envie de profondément sortir aussi du biopic, d'essayer de ressembler à qui, à quoi. En fait, j'avais vraiment envie de partir de mon ventre et de peut-être ce qui pouvait résonner. Avec mon corps, ma gueule, mon histoire, ma vibration. C'est ce qu'on retrouve beaucoup, évidemment, dans votre jeu et aussi à travers vos chansons. C'est là que vous y amenez aussi, pour vous façonner. Sarah Bernard sur votre enveloppe à vous, quoi. C'est ça. Partir vraiment de mon propre rythme cardiaque tout en étant très humble par rapport à l'immense sien. Et puis en même temps, c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est une arrière, dans le sens où elle est morte en 1923, un 26 mars. Moi, je suis née aussi un 26 mars. C'est incroyable. Donc je me suis dit, encore une fois, elle est signe de fou. Un petit signos. Et je me suis dit, donc on la connaît pas. Plus personne ne la connaît. Donc il y a aussi un rapport à la liberté. Il y a un espèce d'imaginaire comme ça. On se fait une image d'elle, mais on vraiment la connaît sans la connaître. Savoir. Donc aussi, ça donne beaucoup de liberté, le mythe. Enfin, comme quand tu joues en effet des grands archétypes. À la fois, elle est familière et étrangère. Donc c'est beau, tu peux entrer par pas mal de portes. Oui, ça permet une plus grande souplesse dans le jeu et dans ce que vous avez pu faire. Et puis encore une fois, comme je l'ai dit, vous êtes très bien accompagné. Et encore une fois, la liberté de l'imaginaire fait qu'on croit à tout, même à ce petit garçon joué par un adulte qui est tellement plus âgé juste. Que moi, et joue mon fils, je l'adore, mon Sylvain avec ses beaux cheveux blancs. Et ça amène cette touche d'originalité. Et on est vraiment aussi dans le retour en enfance et dans le retour en histoire, quoi. Avec la joie du théâtre, ouais. Exactement. Alors j'ai envie quand même qu'on entende un petit extrait de cette bande-annonce pour en savoir plus sur cette magnifique pièce. Moi, je veux être libre. Tu ne seras jamais libre. C'est l'argent qui rend libre. Et ce sont les hommes qui ont l'argent. Alors je veux gagner beaucoup d'argent pour être libre comme un homme. Sarah Bernard. Victor Hugo est rentré d'exil et il m'a choisi pour jouer la reine dans Ruy Blas. Vous avez une voix d'or. Je rêve de vous faire tourner aux États-Unis des Amériques. Ça devient des grosses productions, tes mises en scène de déjeuner, ça... J'ai pas le temps de partir en vacances. Sarah, elle préfère compter sur son travail et son talent. Tu me lâches. Je t'adore. Tu me lâches. Elle était devenue un mythe. Génial. On accueille les gens... J'accueille les gens comme on aime être accueillis, quoi. Normal.
On sent à travers cette bande-annonce, voilà, toutes ces étapes, même le voyage dans l'histoire, aux États-Unis, parce qu'il faut pas oublier que donc Sarah Bernard a eu une tournée phénoménale aux États-Unis. À l'époque, c'était quand même très visionnaire. C'est hallucinant. Ouais. En 1900, elle a déjà tourné sur les 5 continents. Elle a tourné aux États-Unis, rapporté dans le Lucky Luke fameux. Complètement. Lucky Luke est un peu le garde du corps de Sarah Bernard. Je trouve ça dingue, même pour parler de cette popularité. Il y a une intro où vous partez là-dessus, justement, par rapport à ce mystère qu'on a autour de Sarah Bernard. Et en même temps, cette figure complètement populaire, en fait, c'est ça qui est fou. Elle est descendue vraiment dans la culture populaire, dans un Lucky Luke. Je trouve ça incroyable. Et en effet, elle part aux États-Unis. Et ce que je trouve fou, c'est que les gens sont en totale transe. Alors qu'elle parle en français, les gens ne bitent pas forcément un mot. Et les gens sont... Enfin, du coup, c'est là où je pense qu'elle a quelque chose de chamanique, où quelque chose doit vraiment la dépasser, quoi. Où elle doit représenter quelque chose. Je crois qu'elle faisait des morts de 20 minutes. Elle représente vraiment un rapport au temps. Je pense que c'était aussi le moment du romantisme, puis de l'art déco. Le moment où Victor Hugo, justement, on parle avec les morts, on fait tourner les tables. Il y a vraiment un rapport comme ça à l'esprit. Au mystique. Ouais, au mystique, je pense, vraiment. Et justement, vous-même, à travers votre expérience, vous parlez de l'importance de la voix, puisque vous-même, vous avez découvert que vous aviez une voix puissante et particulière. Et quand vous dites elle parlait français, il comprenait rien, il se passe plein de choses à travers la voix, à travers les vibrations des gens, sans forcément avoir besoin de comprendre la langue. Exactement. T'entends une chanson, tu comprends pas un mot, mais tu peux pleurer, être bouleversé. Parce que je pense qu'en effet, la voix, c'est vraiment la signature, le miroir profond de notre âme, de notre humanité. Et parfois, peut-être quelqu'un meurt et peut-être t'es presque plus ému par sa voix qu'une photo. T'entends une vibration comme un parfum, c'est l'immatériel absolu et c'est une empreinte absolument sensible. Complètement. D'ailleurs, ça me fait penser à ça. C'est Julien Doré qui vient de sortir un album et qui disait, il parlait de sa maman qu'il a perdue visiblement et il disait surtout gardez bien les messages téléphoniques de vos parents. Ah, je l'ai entendu. Voilà, parce qu'on sait jamais, et qu'en fait entendre la voix d'un parent, de quelqu'un qu'on aime, ça a une saveur particulière, effectivement, beaucoup plus forte que juste de voir une image. Et bien justement, on va entendre des voix de gens qui ont vibré avec vous, parce qu'il n'y a pas mieux que le public pour parler de votre spectacle. C'est une superbe pièce avec une mise en scène très fluide et qui tourne très vite et qui fait qu'on se plonge dans le spectacle et qui est très très sympathique. Ça s'ennuie pas une minute, c'est original, l'actrice porte le spectacle de bout en bout, elle est formidable. On a l'impression de voir Sarah Bernard en fait et son originalité, donc vraiment très bien. Vraiment une belle pièce, belle surprise et formidable. Avec beaucoup de très belles mélodies. J'ai trouvé la musique assez extraordinaire. Elle a une voix impeccable. Après, je pense que elle représentait bien Sarah Bernard parce qu'elle avait une bonne voix. Ils ont beaucoup joué sur le fait qu'elle avait une voix spéciale et l'actrice avait réellement une voix spéciale. Et surtout qu'elle jouait bien cette espèce, je pense, de différence qu'elle avait par rapport aux autres acteurs et ce qui a fait d'elle sa célébrité. Donc je trouvais ça très bien. Elle m'a attrapé immédiatement. J'ai été très époustouflé par sa technique, sa diction, son placement vocal, y compris dans son chant. Et je la trouve audacieuse. Elle a une gouaille. C'est tout ce que j'avais dans mon imaginaire du personnage. Donc elle m'a attrapé tout de suite. Je trouve que ça marche bien, la mise en scène est vivante. Bravo. Ça vous a vu, moi je connaissais pas très bien l'histoire de Sarah Bernard en fait. L'actrice est incroyable. C'est vraiment bien mis en scène et puis il y a quelque part à travers la pièce on voit toute une ère d'un histoire qui dessine. Franchement, très bonne surprise. Ouais, très original. Madame, qu'on vient de passer un moment absolument délicieux. C'était magnifique. C'était magnifique. Ouais, super. L'actrice principale, enfin la comédienne principale joue merveilleusement bien. Ouais. Et alors toute l'équipe, je trouve que tous les comédiens et comédiennes jouent divinement. Oui. C'est vraiment sa vie est vraiment bien retracée toute sa vie, toute sa vie est vraiment très bien retracée. Et très bien joué. Et tout le monde a vraiment bien joué. Ah ouais, c'était un moment merveilleux. Voilà. Je ne m'attendais pas. Voilà. Au niveau
la vie, moi je pensais que ça serait un extrait de sa vie. Mais là, c'est carrément la vie. Toute sa vie. Donc c'est toute sa vie de comédienne. C'était vraiment une femme de caractère, comme on les aime. Une femme de caractère comme on les aime. Je pense que ça vaut aussi bien pour Sarah Bernard que pour vous. Oh, c'est magnifique d'entendre tous ces beaux retours, ça fait chaud au cœur. Ce qui est fou, c'est que dans la salle, il y avait un peu toute génération. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça admirable parce que voilà, c'est important, cette transmission par le spectacle vivant. Et quand on voit aujourd'hui, après le Covid et tout ça, que ça se perd. Et c'est vrai qu'il y a un côté, je trouve, il y a un rôle... pédagogique à la fois et d'héritage dans ce que vous faites avec Géraldine et son écriture. Et c'est important d'arriver à transmettre ça. Donc, on est super heureux pour vous puisque vous prolongez jusqu'au 30 mars, il me semble. C'est ça. Donc voilà, il faut absolument courir voir l'extraordinaire destinée de Sarah Bernard au théâtre du Palais Royal. On va revenir un peu plus maintenant profondément dans qui vous êtes parce qu'on a envie d'en savoir plus sur la femme qui se cache derrière l'artiste que vous êtes. Et puis vous-même, vous êtes aussi une auteure et une chanteuse et une comédienne. Donc on verra ça dans quelques instants, juste après le Flash Info. On se retrouve dans quelques instants pour en savoir plus sur Estelle Meyer qui joue au théâtre du Palais Royal, l'extraordinaire destinée de Sarah Bernard. À tout de suite sur Radio J. Annabelle, t'es géniale. Ah ok. À la une, la poursuite des négociations en vue d'une trêve dans la bande de Gaza. Les discussions ont démarré autour de la proposition égyptienne d'une trêve progressive de 60 jours et le retrait israélien du passage de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Mais selon le site américain Axios, la partie israélienne a présenté également une proposition actualisée d'accord. Un plan identique au plan par étapes discuté au mois d'août. Toutes les femmes otages vivantes, tous les hommes de plus de 50 ans et ceux souffrant de problèmes de santé graves seraient ainsi libérés au cours de cette première phase. Israël qui avait réclamé à l'époque 33 otages vivants faisant partie de ces groupes. Israël qui dénonce les dernières accusations d'Amnesty International, l'ONG qui a publié un rapport accusant l'État hébreu de génocide dans la bande de Gaza, un rapport fabriqué de toutes pièces, entièrement faux et basé sur des mensonges, selon les autorités israéliennes qui qualifient Amnesty International d'organisation déplorable et fanatique. Dans ce rapport de 300 pages, Amnesty justifie ces accusations en relevant, je cite, des déclarations déshumanisantes de responsables israéliens et s'appuie sur des images satellites et des témoignages directs. Sur le front nord, selon l'agence Reuters, citant les sources américaines, le Hezbollah s'efforcerait actuellement de reconstituer sa puissance et ses stocks d'armement perdus lors de la dernière campagne militaire israélienne. Sur le front nord, où l'émissaire spécial américain Amos Hochstein est attendu dans les prochains jours à Beyrouth. En France, au lendemain de la motion de censure votée à l'Assemblée nationale, Michel Barnier a quitté l'Elysée en fin de matinée après avoir remis la démission de son gouvernement Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui s'exprimera ce soir à 20h. Notez que François Bayrou sera notamment reçu tout à l'heure à l'Elysée. Merci Steve, on vous retrouve tout à l'heure à 16h pour le journal. Restez avec nous, on est en excellente compagnie avec la pétillante, la rayonnante, la lumineuse Estelle Meyer qui est actuellement au théâtre du Palais Royal et qui joue merveilleusement bien. Sarah Bernard, à tout de suite. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais. Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir. Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Benjamin Pétrovert à l'Écuge le 5 décembre. Plus connu pour sa voix dans les médias, Benjamin Pétrovert dévoilera une autre facette de son talent,
celle de chanteurs. Des chansons, des anecdotes et le plaisir de chanter ensemble des grands classiques français et israéliens. Prêt à monter à bord ? Rendez-vous le 5 décembre avec Benjamin Pétrovert à l'Écuge. Réservation écuge.fr ou au 01 53 20 52 52. 12h30. Allez, échauffement. 12h32. 12h33. Go. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, nous sommes dans la deuxième partie du Annabelle Show avec mon invité, la ébouriffante, poétique et vraiment passionnante Estelle Meyer. J'ai le plaisir de connaître un peu mieux après l'avoir acclamée sur scène. D'ailleurs, ça s'arrêtait pas. Il y a eu beaucoup de rappels quand je suis allé vous voir. Il y a eu énormément de rappels. Ça ne s'arrêtait pas d'applaudir, donc c'était très bon signe. Donc on peut vous retrouver, comme je l'ai dit, au Théâtre du Palais Royal dans l'extraordinaire Destinée de Sarah Bernard qui se prolonge jusqu'au 30 mars. Mais allez-y dès maintenant, voilà, c'est une très bonne idée de spectacle, même pour les fêtes. Vous voyagez, vous rêvez. C'est à la fois l'histoire de la réalité, mais aussi du rêve des artistes et du génie qui était Sarah Bernard. Et du génie qui est aussi Estelle Meyer et Géraldine Martineau qui a très bien retransmis cette vie sur scène. J'ai un petit message pour vous. On écoute. Vous avez un message. J'ai eu la grande chance de rencontrer Estelle Meyer au conservatoire. On a fait nos gammes ensemble et j'ai eu la chance de l'avoir évolué en tant qu'artiste avec un immense A. C'est une artiste incroyable, une chanteuse incroyable, une danseuse incroyable, un être humain et profondément lumineux et qui arrive à révéler chez l'autre, chez le spectateur, chez les gens qu'elle côtoie, la lumière à son image. C'est pour moi une véritable constellation, quoi. Et un astre, et c'est une femme forte, une actrice puissante, avec aussi toute sa sensibilité et ses particularités, cette voix unique, cette présence vraiment unique et fabuleuse. Ça nous met pleurer. Je l'ai vue dans Sarah Bernard, ce destin incroyable à la première, et j'ai été comme à chaque fois subjuguée parce qu'unique, elle est profondément unique, elle est profondément à part dans tout ce qu'il y a de plus positif et de beau dans ses adjectifs et je l'aime. Oh, voilà, je t'embrasse comme je t'aime, immense que tu es. Alors, on a reconnu Gina Djemba, que j'ai eu le plaisir d'accueillir il y a quelques semaines déjà. Cette femme, mon Dieu. Et c'est marrant parce que j'ai réussi à voir que vous connaissiez et que vous étiez proche parce qu'en fait je trouve que vous avez beaucoup de similitudes. Mais déjà moi, à travers la voix aussi. L'âme, cette femme, je et la à travers trouve l'âme tellement justement. Bonne, mais là, vraiment la bonté, le cœur ouvert, le cœur sur la bouche, le cœur sur la peau, le cœur dans les yeux, le cœur. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de il y a une, je sais pas, là je ressens direct ses bras, ça, je me sens tout de suite bien en pensant à Gina. Je trouve que c'est une équilibrante du monde, quoi. Merci pour ton message, ma chérie. Je sais pas si tu m'entends, mais en tout cas, merci du fond du cœur de ta générosité et de ta beauté au monde. Merci. Alors, elle a dépeint. Voilà, donc je pense que c'est elle qui a dépeint le meilleur portrait de vous, parce qu'en plus elle vous connaît. Justement, voilà, vous êtes rencontrés au conservatoire. On va revenir sur ce passé, sur ce parcours qui fait que vous êtes aujourd'hui en train d'interpréter Sarah Bernard. Donc, comme tout invité que j'ai l'honneur de recevoir, j'ai envie de vous accueillir comme il se doit. Tapis rouge. Alors, vous pouvez intervenir pendant ce tapis rouge. Vous avez un petit buzzer devant vous. Si je donne des fausses informations, des fake news, n'hésitez pas à me buzzer. Donc, c'est parti. Nous sommes le 26 mars, on peut le dire, votre année. Bien sûr. On fait la coquette actrice. Oh non, on assume tout maintenant. 1985. Donc, comme vous l'avez dit, 26 mars, donc jour de la mort de Sarah Bernard. Ouais, l'autre naissance de Sarah dans l'autre sens, et moi je suis née. Dans l'autre monde. Donc, dans la banlieue de Fontainebleau,
dans la famille Meyer, née une petite étoile au doux nom d'Estelle, 3e dans une famille nombreuse de 4 enfants. Alors, papa, c'est le sérieux, le cartésien, le mathématicien, l'alsacien, terrien, vous en avez beaucoup parlé de terre, vous avez ça de votre papa. Ouais. Voilà, la personne qui prend soin, qui rassure. C'est vrai, l'armoire normande de la famille. Et en même temps, je rajouterais dans le cartésien, fait des rêves prémonitoires. C'est quand les gens vont partir, il a des messages, genre, il a des rêves qui annoncent les départs. C'est fou. C'est incroyable. Dans ce crâne de matheux d'école des mines. Il a une sensibilité comme ça. Ouais, vraiment. Un peu caron, quoi, sur le bord des rives. Quand il laisse justement son cerveau raisonnable, il est intéressé par tous les travaux de Corinne Sombrin, sur l'ayahuasca, sur l'intuition, sur la transe. Il a aussi ce rapport mystique au monde. C'est une culture familiale foisonnante. C'est vrai que peut-être c'est comme ça dans toutes les familles, mais en grandissant justement à l'aube de mes 40 ans, parce que j'aurai 40 ans au printemps prochain, je trouve ça beau en fait de voir sa famille avec un œil d'adulte, voir à la fois, vous l'avez dit au début, cette fragilité, cette puissance qui fait que tout être est plein d'humanité, de tissus contraires, quoi, d'héroïsme et de lâcheté, et de choix qui font une vie. D'antagonisme. Ouais, de paradoxes et de millefeuilles. Et c'est vrai de voir ses parents aussi avec un œil d'adulte, c'est très émouvant, je trouve, de voir le dessin d'un être, quoi. Un père, une mère, c'est énorme. C'est vrai, on voit aussi leur fragilité et le temps qui passe aussi sur notre famille. Sur eux, sur nous, sur les choses qui se déposent, qui se révèlent, qui se nettoient. Puis il se passe des choses aussi, j'imagine, quand on devient soi-même maman. Ouais, il y a un changement de... Je sais pas, là, je me sens à 40 ans, c'est vrai, j'ai un bébé d'1 an, ma mère qui a plus de 70 ans, comme si j'étais vraiment au centre du monde, quoi. Il y a au-dessus, il y a en dessous, comme si j'étais au centre de l'échelle. Puis dans 20 ans, je sur serai... un balancier comme ça, ouais, entre les deux. je tiens les deux mondes, quoi. Je suis l'enfant qui est mère, qui est fille d'eux. Et en même temps, c'est vrai, le moment où t'es mère, il y a une bascule qui fait que tu n'es plus seulement la fille de tes parents, tu deviens mère d'un autre. T'as vraiment la génération, le monde à venir qui passe déjà par toi. Donc il y a l'avenir qui pousse aussi, je trouve ça très beau. Justement, on parlait tout à l'heure de cette chaîne des ventres. Et en fait, on dit que comme justement, on vient du ventre de notre mère, on a comme ça, comme chaque être vient du ventre de sa mère, on a comme ça une espèce de mémoire génétique dans nos cellules, en fait. C'est quelque chose d'assez magique. Donc effectivement, ça peut nous amener, ça rejoint un peu la vision de votre papa, des choses qui se rejoignent, etc. Et donc, maman, elle, c'est l'artiste, la cantatrice même, la mélodie, l'onirisme et la poésie, Laure Marie. Alors, on vous apprend dans cette famille voilà, l'ouverture d'esprit, la rencontre des cultures, le métissage que vous appelez le tressage. Ouais. Oui, parce que je trouve que c'est une chance tellement grande. Il y a par exemple les 3 religions du livre dans ma famille. Il y a aussi des bouddhistes, des shintoïstes. Je suis obligée d'être tolérante. Enfin, je peux dire, on peut pas être raciste dans ma famille vu qu'on est tellement de sang mêlé. Enfin, vraiment emmêlé. Et moi-même, mon amoureux a encore un autre patrimoine, d'autres religions. Et je trouve ça trop beau, en fait, de tresser le monde. Pour moi, l'avenir est dans le métissage, dans le respect absolu de la culture, de la croyance de l'autre, de son identité, de sa sexualité, de sa façon de s'inscrire dans l'univers d'une façon tellement propre et unique. Je trouve ça bouleversant. Et ouais, je trouve que toutes les civilisations ont été tellement grandes quand elles étaient hospitalières que c'est la plus grande vertu d'être le don de l'hospitalité, d'accueillir l'étranger. Enfin, c'est pour ça que j'aime autant Dionysos aussi dans la mythologie grecque. C'est l'éternel étranger, celui qui vient toujours d'ailleurs et qui apporte le théâtre, qui apporte le vin, qui apporte l'ivresse, qui apporte le soin, qui apporte aussi les bacchanales, enfin l'endroit des monstres aussi, mais aussi de la beauté, des anges. La culture, ouais, voilà. un regard différent, un autre angle. Un regard différent. Et j'aime bien cette idée de l'ivresse, quoi, du vin. Je sais pas, ça me fait penser aussi au soufisme, ou par exemple dans Rumi, qui parle tout le temps du vin comme un cadeau mystique. On dit les fous de Dieu, par exemple, pour les derviches tourneurs, que tu rentres dans une espèce d'ivresse. Vous êtes très imprégné par une certaine spiritualité, des forces comme ça qui nous habitent. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour tous les ésotérismes du monde, pour la quête sensible, invisible, pour chercher à s'améliorer, pour aussi au non-dit, au silence, à la traversée des voiles. Et puis ma grand-mère, la mère de ma mère, était ethnologue, elle a beaucoup travaillé en Afrique de l'Ouest. C'est la première à avoir fait un dictionnaire franco-dogon. C'est aussi le respect de l'animisme. Les Dogons, ils avaient des ouvertures en astronomie, ils avaient découvert Sirius bien avant les Européens.
Enfin, il y a un rapport aussi à l'ancêtre, au cycle. Oui, à la façon des autres cultures de voir le monde et les sciences. On a tellement besoin. Je trouve qu'on est assoiffé de l'autre. Surtout, je pense après ce Covid qui nous a tellement fracturés, recroquevillés dans nos identités, dans nos solitudes. Par exemple, au début de mes spectacles, je fais toucher les gens, regarder qui est là, que quelqu'un qui serait venu seul se sente recousu au tout. Parce que je pense qu'on est plein dans notre humanité. Si en effet, on peut embrasser tous les côtés du monde et avoir respect, en effet, pour la fourmi, le flamant rose, l'étoile, la montagne, les fleuves. Dans certains peuples, le fleuve a une identité, a un respect. Enfin, j'aime cette pensée que il y a un tout est sacré. Ouais, vraiment. Cette union entre les gens, les choses. Et c'est pas pour rien que vous avez choisi ce métier de comédienne, parce que c'est quand même l'endroit ultime, la scène. Du cri, du porter le mot de l'autre et de le faire sien. Et surtout de l'union, du même souffle et d'une même vibration au même moment, quoi. Alors du coup, vous êtes quand même élevé dans une famille nombreuse, bruyante, où donc on met quand même des cadres assez stricts dans une anarchie organisée, je dirais, c'est ça ? Très bien vu. Bravo, vous avez fait 15 ans de psychanalyse avec toute ma famille. C'est exactement ça. Il y a un côté rigide et un côté complètement foutraque et baroque. Caverne d'Ali Baba et en même temps menhir glacé. Il y a le chaud et le froid, il y a l'abondance et il y a une forme d'austérité. C'est plein de paradoxes. Donc ça peut créer soit des bonnes névroses, soit des gens très riches. Au choix, ou les deux. Du coup, vous êtes la 3e, donc. Ouais. Et donc, vous avez envie, voilà, vous avez là une place. Vous êtes ni la dernière, ni la première, vous êtes au milieu. Je pense que c'est vrai que par cette place, il y a forcément aussi une tolérance, il y a forcément un besoin de partage. Parce que. Peut-être une patience aussi. Une patience, et en même temps un cri aussi de se faire entendre au milieu d'eux. Un sens de devoir aussi trouver sa place, l'imposer, l'arracher, parce que c'est aussi une famille, je trouve, de grands écorchés, où chacun a besoin de dire et de faire. Donc il y a forcément déjà de la diplomatie dans une famille nombreuse, mais c'est important dans la vie. Du coup, c'est vrai que par exemple dans un grand groupe, moi je fais toujours attention, des fois j'organise aussi des cercles de femmes, je fais toujours attention que chacun qui soit complètement déployé ou encore dans sa grotte du secret puisse avoir le même droit à la parole, que chacun soit égal dans l'existence. Que chacun ait son moment de lumière à un moment. Oui, de faire vraiment attention à l'autre, que chacun puisse être, parce qu'on a besoin de toutes les couleurs et de tous les volumes, de tous les volumes de son pour faire une symphonie. Ah, c'est vrai. Et donc vous c'est vrai que riche de cet apprentissage et de ces valeurs que vous transmettent vos parents, voilà l'importance de ce lien qui se crée entre les choses et les êtres. Et ben vous-même vous éprise d'imaginaire, vous inventez un monde, la forêt est pas loin de chez vous, alors vous rêvez, vous décidez que la nature est un partenaire de jeu et vous baptisez votre arbre préféré Morgane. C'est une femme arbre. C'est joli, une femme arbre. Ça fait du bien. Hein. Ouais. Oui, ça, c'est vrai. En même temps, le monde est un ventre rond de femme enceinte. Tout à fait. Quand t'es dans le désert, tu comprends vraiment que la terre est une femme. Ses seins, ses hanches, ses courbes, c'est absolument matriciel et féminin. Vous avez une passion d'ailleurs pour le désert ? Ouais. À 25 ans, j'ai fêté mes 25 ans dans le désert. J'avais ce besoin. Où ça ? J'étais dans le sud du Maroc, à Tozeur. Et ouais, c'était fou. Enfin, j'avais besoin de silence et de beauté et de me fondre dans le tout. C'est vrai que tous les monothéismes, il y a toujours un rapport au désert, à la solitude avant d'accoucher. Cet endroit où tout est un, où tu t'entends vraiment le souffle de Dieu passer, je trouve. Donc et aussi, ce qui m'a touchée, c'est qu'il y ait tellement la place pour chacun. Enfin, quand on dit prendre sa place, quand tu vois le désert, c'est tellement infini de beauté. Tu te dis, mais pourquoi s'inquiéter ? On a toutes et tous notre place. C'est illimité, quoi. C'est illimité, c'est sublime, c'est précieux, c'est fragile et puissant. Alors, on parlait de forêt, on parlait d'arbres. Et donc, votre forêt généalogique est remplie d'artistes également. Et donc, assez tôt, la spiritualité s'empare de vous. Et donc, vous avez envie d'entrer comme ça en relation avec les êtres, avec les choses. Et c'est vrai qu'assez tôt, vous vous mettez au théâtre. Vers 6 ans déjà. Exact. Ça vient d'où ?
C'est une envie qui vient de vous? C'est une vos parents envie qui qui vient de vous moi. ont dirigé vers ça? Non, je crois que c'est une envie qui vient de moi. Je pense que c'est une intuition très tôt de mon hypersensibilité et que je vais avoir besoin de moyens d'alchimiser l'émotion, le cri, les silences, les tabous, de transformer, et aussi je pense d'avoir très tôt une chambre, un espace à moi d'expression, de pouvoir maîtriser le silence, la parole, et que je pense encore à cette phrase de Cocteau qui dit « Je suis un mensonge qui dit la vérité ». Par les mots d'une ou d'un autre, pouvoir exprimer mes secrets, jusqu'à m'autoriser à écrire, jusqu'à m'autoriser à porter mes mots, AUX et OTS, enfin voilà, ma voix, pareil, on pourrait faire beaucoup de lacaniens mots, mais ce chemin qui se déploie d'une façon personnelle, un espace de survie où tu meurs et tu remontes, enfin voilà, tu te relèves. Et encore une fois, on vient encore cet illimité, cet infini. Exactement, je trouve que c'est un des espaces avec la psychanalyse et la foi peut-être, qui sont inconditionnels. En fait, au théâtre, on peut... En fait, dans la vie, c'est sur l'instant et on peut pas corriger le tir, alors qu'au théâtre, finalement, oui. Tu peux recommencer sans fin une même scène d'amour, essayer de la jouer. C'est Beckett qui disait rater mieux, rater encore, rater mieux. Et j'aime bien cette idée humble de rater, parce que la perfection n'existe pas sur cette terre. Enfin, on tend toujours à s'en approcher de cette grâce, mais c'est ça qui recule. C'est un poème d'Adonis qui dit j'avance, mais le lointain demeure. Je trouve ça très beau. L'idée que qu'il y a toujours un horizon et qu'il y a toujours quelque chose à aller chercher. Tant qu'on est vivant, la quête sera sans fin. Enfin, je veux dire, on comprendra notre vie peut-être en partant. Enfin, les secrets nous seront révélés à ce moment-là. C'est le mot. C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. J'espère, en tout cas, je l'espère, exactement. Et vous êtes fasciné par le beau, le majestueux quand vous êtes enfant. Donc, voilà, les déesses... les danseuses, les pharaons, la dorure, le grand, quoi, le spectaculaire. Le baroque, en même temps, j'adore. Mes parents m'emmenaient voir des églises romanes, je trouvais ça d'une beauté folle. Il y avait, c'est vrai que on m'emmenait prier, j'avais un rapport à la prière. Ma mère, elle me disait, mais parle à Dieu, mais genre simple, quoi, vas-y, parle-lui. Et c'est vrai que j'ai gardé cette espèce de simplicité à parler aux déesses, aux dieux, aux arbres, de toucher la terre pour avoir du réconfort, de sentir que c'était elle la vraie. Je crois que c'est Zarathustra qui disait tu peux blasphémer le ciel mais pas la terre, parce que du ciel on n'est pas sûr, mais de la terre elle nous porte. Et j'aime bien cette simplicité, et en même temps voilà, cette terre, enfin aussi pour les Indiens, Pachamama, cette idée de Gaïa, cette terre première dont on est fait, dont toutes les religions parlent, quoi, qu'on est fait de poussière et qu'on y retournera, ce cycle. Je trouve ça très beau. Et c'est vrai que ça se retrouve dans votre parcours, dans ce que vous allez chercher. Et donc, vous commencez à découvrir à un moment le pouvoir de votre voix, qui est votre marque de fabrique. Et donc, cette unicité dont parlait aussi Gina, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, bien évidemment. À quel moment ça vient, ce déclic? Qu'est-ce qu'on vous dit, en fait? C'est dès l'enfance? C'est un peu plus tard? C'est marrant, parce que, franchement, ma voix, on l'a pas toujours aimée. C'est marrant, parce que je me la suis beaucoup pétée, je hurlais énormément, on me disait toujours putain, je t'ai entendu du bâtiment A, meuf, t'as un rapport, ou putain, j'ai reconnu ta voix, ou une femme qui m'a dit oh, ta voix, c'est un peu, je sais, ma mère est chanteuse lyrique, j'avais cette voix un peu pétée, voilée, on m'en parlait beaucoup et je savais pas si je l'aimais, moi, mais je savais en tout cas que de tout son cœur de voix, elle voulait être et elle voulait dire, elle avait besoin de s'exprimer, et je crois que ça a été un long chemin, c'est vrai, comme mon visage, comme qui je suis, peut-être c'est tout le chemin d'une vie, mais d'accepter d'être profondément soi-même, d'habiter cette maison-là qui m'est donnée. Enfin, je trouve que la personne avec qui on doit cohabiter, avant tout, c'est nous. Enfin, on n'a pas le choix, on est dans cette peau, dans cette gueule, dans cette histoire. On commence avec ce point de départ-là. Alors, on peut le refuser, on peut essayer de maigrir, grossir, faire des tatouages, couper ses cheveux, faire de la chirurgie esthétique ou je ne sais quoi, déménager, se convertir, devenir un homme, une femme. Je veux dire, on est libre, et quelle chance, on peut faire l'amour avec qui on veut, et quel bonheur, on peut expérimenter tellement de choses dans cette incarnation, et la seule chose qui est sûre, c'est qu'on reste vissé à nous-mêmes. Et qui est ce nous-mêmes? Je sais même pas si on suffira d'une vie pour comprendre ce que c'est un être, une identité, ce mystère de l'inconscient, de la planète qu'on habite, qui est en effet relié au tout, et qui est, je pense, pour chacun, chacune, profondément, terrifiément, d'une façon absolument singulière et unique. C'est trop beau, quoi. Personne ne sera ce nous
à part nous. Complètement. Et peut-être il y aura des réminiscences, des rebonds, des Sarah Bernard qui... Encore une fois, des traces, des héritages, traces, des sillages, des flots. Ouais. Ou peut-être si on se réincarne, je sais pas, j'aime bien ne pas savoir. Enfin, que nos âmes continueront leur route, se transformeront en autre chose. Mais en effet, il y a un mystère qui nous dépasse absolument de cette existence humaine. On peut essayer d'y donner le plus de sens possible, mais avant, après, c'est Shakespeare aussi qui parle de la vie comme d'un acteur. Il parle de la vie comme le moment où on est sous les projecteurs, mais on ne sait pas ce qu'il y a avant, on ne sait pas ce qu'il y a après. Quel bonheur! Vous êtes une vraie exploratrice. Non, mais c'est vrai, du voyage humain, je dirais, et du vivant, en fait. Même pas que humain, du vivant, puisqu'il n'y a pas que nous sur cette terre, mais vous cherchez comme ça la profondeur de ce qui nous... Voilà, on sent que vous êtes vraiment connectés, en fait. Et on le sent à travers vous, en tant que femme, mais aussi à travers vous, en tant que comédienne. Alors, d'ailleurs, quand on vous demande ce que vous voulez faire quand vous serez grande, vous répondez ou star ou sainte. Tranquillement. C'est pareil, ça vous rapproche de Sarah Bernard. Parce que quand on voit ce qu'elle est devenue et quand on voit qu'au début de son adolescence, elle est dans un couvent, elle avait aussi un cheminement semblable. Complètement mystique, elle voulait être religieuse. Voilà. Aussi, personne ne s'occupait d'elle. Elle était assez ballottée, on l'a foutue dans ce couvent. Et elle découvre une spiritualité, je pense aussi une théâtralité, un absolu qui correspond à la racine de son être, à sa radicalité. Vous parliez des églises romanes que vous aimiez aller visiter, mais il y a un côté très théâtral dans les églises, dans la spiritualité. Dans la messe, dans les costumes, dans la grandiloquence, dans le rituel. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai toujours aimé le rituel. Dans la communion, c'est aussi vraiment quelque chose que je recherche, aussi en découvrant le chamanisme après, enfin, en continuant ma quête spirituelle, ce besoin de communion et d'inventer aussi, justement, au-delà des religions, des monothéismes qui parfois sont, je trouve, encore tellement patriarcaux, notamment pour la question du féminin, enfin, d'inventer des espaces de déesse, enfin, où on rappelle aussi vraiment la dimension féminine du divin. Et j'ai l'impression que c'est aussi une des blessures de notre monde, c'est rendre vraiment le monde aussi plus féminin, qu'on soit homme ou femme. Et ça, c'est quelque chose que vous défendez bec et ongle à travers vos écrits. Et avant d'écrire, évidemment, vous passez d'abord par le parcours rêvé conventionnel, je dirais. C'est vrai, c'est classique finalement. Mais c'est classique, mais c'est ce dont rêve tout comédien débutant, c'est-à-dire la classe libre du cours Florent, puis le conservatoire. Donc, comme notre Gina et comme notre Géraldine, on s'est suivis dans nos routes. Exactement. Alors, et en même temps que cet apprentissage de l'art dramatique, eh bien vous commencez aussi à vous plonger dans cette voie, du coup, et à la modeler, à performer avec. Et comme vous l'avez dit, vous avez une maman qui est une grande experte. Et d'ailleurs, on va écouter sa voix à elle. Des guérisseuses, des accoucheuses, des lumières. C'est pas celle-là. T'as changé ? Oui. Eh ben écoutez, finalement c'était pas ça. Sa voix restera secrète. Bon, mais moi je l'ai, et donc je vous la ferai écouter en off, le temps que la réalisation retrouve cette voix. En tout cas, votre maman, c'est aussi à travers votre maman que vous apprenez à travailler votre voix. Oh ouais, je dois tellement à ma mère, je m'en rends compte justement en grandissant. Elle m'a tellement initiée, déployée, et c'est fou comme on est à la fois si proches, similaires, et en même temps tellement différentes. Ma mère, elle est scorpion, ascendant cancer, elle est dragon, donc c'est beaucoup de carapace, c'est de l'eau, c'est de l'automne, du mystère. Moi, je suis le printemps, je suis beaucoup plus à découvert, et en même temps, ma mère, c'est un être profondément sensible, rêveur, poétique, fervent. Elle voulait être religieuse aussi, comme Sarah. Elle a un parcours comme ça de foi alors qu'elle vient de parents athées. Elle fait vraiment un chemin de conversion et
et Encore une fois, cette envie de spiritualité, Ouais, ça habite vraiment ma famille et ma mère a donc 4 enfants et elle s'autorise vraiment à chanter quand elle est enceinte de moi. Donc je pense aussi justement sur cette chaîne des ventres qu'il y a aussi quelque chose qui est profondément passé de l'une à l'autre. Et on a retrouvé ce son. Voilà. Donc ce rapport à la voix. Ça me touche. C'est vrai que je pourrais reconnaître la voix de ma mère entre toutes, quoi. Entre des milliers, enfin entre toutes. Et cette voix, j'ai tellement entendu, elle me connecte immédiatement à quelque chose de très intime. Elle vous berce. Merci elle vous beaucoup. rassure. Ouais, je sais pas, c'est tellement profond et familier. J'ai l'impression que ça vient dans mes os direct, quoi. Puis vous avez une relation très forte avec votre maman. Ouais, vraiment. Qui encore une fois apporte cette ouverture d'esprit et peut-être cette simplicité par rapport au monde, je dirais, par rapport au vivant, par rapport... Ouais, je pense aussi qu'elle apporte, qu'elle met en moi en marche le besoin de consolation, de transformation, aussi d'alchimie aussi de son histoire, parce que ça n'a pas été que simple, sa route. Et je trouve que c'est un être très profondément courageux, qui est de plus en plus libre et lui-même. Et ça, je pense que c'est un exemple magnifique pour un enfant, de voir quelqu'un qui devient de plus en plus soi-même tout au long d'une route et qui se précise. Ça donne de l'exemple. Et je trouve qu'en tout cas, je vois, on est 4 frères et sœurs, et chacun est dans des chemins très très singuliers, très personnels. Et ça, je pense que c'est aussi profondément l'acuité et l'exigence de mes parents qui nous ont aussi permis de créer un monde et une route à nous-mêmes. C'est-à-dire à la fois dans cette discipline, encore une fois, et dans l'ouverture d'esprit de choisir le chemin que vous aviez voulu, quoi. Ouais, exactement. On va revenir sur justement ces choix que vous avez faits, ces choix de rôle, ces choix d'écriture aussi. On est avec Estelle Meyer, qui a choisi de jouer Sarah Bernard, ni plus ni moins, messieurs, dames, et qu'on retrouve au théâtre du Palais Royal. C'est à aller applaudir de toute urgence. On se retrouve dans quelques instants, juste après le journal, pour continuer à évoquer votre parcours et votre moi profond. À tout de suite sur Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Avec les audioprothésistes Unisson, retrouvez le plaisir d'entendre et sans vous ruiner. Jusqu'au 31 décembre, profitez des remises exceptionnelles. Et oui, jusqu'à 500 € sur les appareillages auditifs les plus performants du marché. Unisson vous propose les appareils auditifs les moins chers de France. Dans 14 centres dans toute la France, dont 5 à Paris et en Ile-de-France. UNI2SON.com. Unisson.com. Unisson.com. La vente des appareils auditifs est soumise à prescription médicale, préalable et obligatoire. Devenez le leader de votre communauté. Engagez-vous pour une cause qui vous tient à cœur en vous professionnalisant. Rejoignez l'ELIGE, l'école de leadership institutionnel juif. Un programme de l'Alliance israélite universelle qui s'adresse aux 25-35 ans de toute la France. 24 mois de formation à la connaissance du judaïsme et aux outils de leadership, adaptés au rythme d'une vie active. Pour en savoir plus et candidater, elige@aiu.org ou sur notre site aiu.org. Avec l'ELIGE, devenez le leader de demain. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J, c'est l'heure du journal avec Steve Nadjar. Bonjour Steve.
Bonjour Annabelle. La France nomme le général Guillaume Ponchin pour la représenter au sein du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu au Sud-Liban. Le mécanisme de supervision fonctionnera en étroite coordination avec l'armée libanaise, l'armée israélienne et la FINUL pour assurer la mise en œuvre du cessez-le-feu entre Israël et le Liban. C'est ce qu'assure cet après-midi le Quai d'Orsay, le général Ponchin, qui sera accompagné par 10 personnels militaires et civils du ministère français des Affaires étrangères et du ministère des Armées. Sur le front sud, la partie israélienne a présenté une proposition actualisée d'accord après la première offre de trêve temporaire égyptienne d'une durée de 60 jours dans la bande de Gaza. Selon ce plan, toutes les femmes otages vivantes, tous les hommes de plus de 50 ans et ceux souffrant de problèmes de santé graves seraient libérés au cours de cette première phase. Plan négocié avec la médiation de l'Égypte, mais aussi du Qatar. Daniel Haïk. Alors il y a évidemment des réactions. Et il s'avère que le Qatar semble avoir repris sa place de médiateur dans les pourparlers autour d'un tel accord. Selon l'agence Reuters, une délégation du Hamas doit arriver à Doha pour reprendre les pourparlers. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale doit débattre aujourd'hui justement de ces négociations autour d'un accord qui permettrait la libération des otages. Selon la proposition égyptienne, en tout cas l'une des clauses de cette proposition, un cessez-le-feu de 60 jours devra entrer en vigueur et pendant cette période, Tsahal entamera son retrait, évacuation progressive de la bande de Gaza. Israël dénonce aujourd'hui les dernières accusations d'Amnesty International. L'ONG a publié un rapport accusant l'État hébreu de génocide dans la bande de Gaza. Un rapport fabriqué de toutes pièces, entièrement faux et basé sur des mensonges selon les autorités israéliennes qui qualifient Amnesty International d'organisation déplorable et fanatique. Les détails avec notre correspondante permanente à Jérusalem, Pascal Zonshine. Ce que je veux dire par là, c'est Bon, on va retrouver un peu plus tard peut-être Pascal Zonshine. On passe à l'actualité en Syrie où l'armée reconnaît que les forces djihadistes et rebelles ont pris le contrôle de la ville stratégique de Hama. Selon l'opposition syrienne, les forces rebelles ont pris le contrôle de la prison centrale de la ville et libéré l'ensemble des détenus. Réaction à Moscou, la Russie suit avec une attention particulière la situation en Syrie. Après évaluation, nous pourrons déterminer l'ampleur de l'aide russe à l'armée syrienne. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le président Vladimir Poutine qui s'est entretenu hier avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour appeler Ankara à interférer pour, je cite, mettre fin à l'agression contre le gouvernement légitime en Syrie. Fin de citation. Politique en France, Emmanuel Macron a pris acte de la démission de Michel Barnier dans un communiqué de presse publié par l'Élysée il y a 1 heure, au lendemain de la motion de censure votée à l'Assemblée nationale contre le gouvernement Barnier. Le président de la République s'exprimera ce soir à 20h. Le chef de file de la droite républicaine à l'Assemblée, Laurent Wauquiez, assure que LR ne fera pas tomber le futur gouvernement, même s'il n'y participe pas. On l'écoute, il était au micro de nos confrères France 2. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne sera pas dans le blocage. On ne sera pas dans la stratégie du pire. Et mieux que mes paroles, je pense que les actes qu'on a eus au cours des derniers mois l'ont montré. On a accepté de dialoguer, on a accepté de discuter, on a accepté de faire des efforts pour précisément essayer de donner un minimum de stabilité au pays. Pour autant, est-ce que notre participation à un nouvel gouvernement sera automatique ? Non. À gauche, Lucie Castet, candidate à Matignon pour le nouveau Front populaire l'été dernier, estime nécessaire un changement de cap politique et demande à Emmanuel Macron de désigner un gouvernement issu de la gauche. C'est tout pour l'info, chère Annabelle. Merci Steve. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie du Annabelle Show, la cerise sur le gâteau avec Estelle Meyer. À tout de suite. Le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. 12h30. Allez, échauffement. 12h32. 12h33. Go. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Radio J. Radio J, 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, c'est le Annabelle Show, la dernière partie, le bonus avec Estelle Meyer, qu'on applaudit en ce moment au Théâtre du Palais Royal, dans l'extraordinaire Destinée de Sarah Bernard. J'ai rencontré quelqu'un à la fin de
de votre présentation. Et visiblement, vous connaissez bien. Je chantais dans une chorale, c'était la fille de chef de chœur. Et Estelle était quelqu'un de formidable parce qu'elle avait, par exemple, elle venait animer les stages avec sa mère et elle animait un groupe, on était 30 adultes, elle faisait une animation de stage africaine et il n'y en a pas un qui pupait, quoi. Et voilà. Et après son bac, j'ai eu l'occasion de l'embaucher comme animatrice auprès des jeunes enfants, des enfants de maternelle. Et c'est pareil, tous les enfants étaient agglutinés après elle et les autres animatrices n'avaient pas d'enfants. Elle avait un charisme fou. Puis elle est douée pour tout, quoi. Quel amour. Oh, c'est trop chou. C'était adorable. Du coup, je vous ai attendu à la sortie. Il y avait plein de gens pour vous faire des gros câlins. Enfin bon, c'était les retrouvailles absolues. Absolument. Et on retrouve comme ça dans ce témoignage... Voilà, toute votre fougue, toute votre lumière, toute votre envie de partage. Et donc, cette envie de partage, et vous l'avez exprimé dans de nombreux rôles tout à fait singuliers que vous avez retrouvés à travers votre parcours. La pharaone, la reine des fées, ouais. le Dracula aussi. Avec l'Orchestre National de Jazz, c'était incroyable de jouer Dracula. C'est génial ça. C'était tellement virilement excitant de jouer un homme sensuel. Vraiment, c'était terrifiant, de travailler vraiment sur ce masculin, c'était génial. C'est vrai qu'il y a cette liberté qu'on peut se permettre justement au théâtre, et vous y foncez tête baissée, quoi. Et donc cette envie justement de diffuser à la fois des rôles, des histoires, mais aussi des messages, eh bien vous l'avez saisi en écrivant par vous-même et en chantant, puisque c'est là que vous vous sentez aussi infiniment bien, comme on l'a dit, comme on l'a évoqué, avec votre voix puissante. Et vous avez écrit déjà un premier spectacle, sous ma robe mon cœur, avec j'ai envie d'entendre un petit extrait de cette chanson pour toutes mes sœurs, qui est extraordinaire. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent jouir, je jouis. On sent, quand on voit les extraits de vos spectacles, cette communion avec les gens. Enfin, vous êtes vraiment très proches, il y a une proximité comme ça, on voit que c'est vraiment votre place, c'est vous, c'est vos mots, il se passe quelque chose d'assez incroyable dans vos spectacles où vous êtes accompagné comme ça de musiciens. Ouais, j'adore travailler déjà, comme je travaille beaucoup sur la libération de la femme, du féminin, notamment dans ce dernier spectacle qui s'appelle Niquer la fatalité, qui est un dialogue avec la figure de Gisèle Halimi. Justement, j'allais y venir. Sur comment on nique toute prédestination, dont ce titre, panache, bravache. Et que vous allez rejouer d'ailleurs. Niquer la fatalité au Théâtre 13 du 4 au 14 février, à ne pas manquer, parce que c'est donc votre deuxième spectacle que vous avez écrit, où justement vous portez haut et fort ce message de liberté, qui finit par un grand rituel de samouraï où tout le monde libère toutes les lignées de ces merdes pour pouvoir enfin s'appartenir et qu'on soit né homme ou femme, que ce soit une grâce, parce que Gisèle, son père a rien dit pendant 3 semaines de sa naissance, le temps de se remettre de cette fatalité terrible, celle d'avoir une fille, et ma mère, sa propre mère, quand elle est née, a dit à mon grand-père, la première chose qu'elle a dit, c'est « tu n'es pas trop déçu, c'est une fille ». Donc voilà, comment en 2024, on invente un chemin alors qu'il manque 126 millions de petites filles à la naissance, quand on fait parfois le choix d'avorter parce que c'est une fille, etc. De faire enfin le fait de naître femme avec ce sexe fendu, une grâce et un cadeau du ciel. Il est temps. C'est vrai, il est temps. Et justement, vous vous êtes donné cette mission à travers votre chant, vos mots, votre force, d'aller diffuser ce message, et c'est vrai que ça, à découvrir absolument, cette fois-ci dans quelque chose encore plus proche de vous, dans quelque chose de plus intime. Oui. Donc niquer la fatalité. Allez niquer la fatalité. Il faut au vraiment Théâtre niquer 13 la fatalité du 4 au 14 février. Et
Voilà, vous avez comme ça ces découvertes et ces inspirations, ces lectures aussi, j'imagine, ces rôles qui vous ont amené jusqu'à ce fameux rôle de Sarah Bernard, comme si c'était un alignement de rencontre, parce que ça regroupe à la fois vos qualités de comédienne et vos qualités de femme, avec le message que ça diffuse. Et il y a une très belle conclusion dans la pièce, vraiment, qui a rappelé toujours, parce que certaines personnes, pour le coup, pensent qu'il y a des vérités qui sont établies, et on voit bien que non, c'est on peut tout toujours bousculer, pas le cas. on peut tout réinventer dans tous les domaines. Enfin, c'est à nous c'est ça que j'aime dans les mythes, par exemple, c'est que tu peux les réécrire sans fin. Enfin, je veux dire, l'histoire humaine n'est pas arrêtée. On peut justement niquer toute fatalité d'hommes, de femmes, rien n'est gravé. On peut inventer une route et une façon de s'aimer mieux. Alors vous dites de façon de s'aimer mieux, vous m'amenez exactement vers là où je veux vous amener. On est en mode pity. On va se faire un petit de l'autre côté du miroir avec vous. Vous m'inspirez. Hop. Je vous tends ce miroir, qui est pas très propre, je vous le concède. Pas de souci. Avec tout ce qu'on vient de dire, toutes ces racines qui sont en vous, ces flots d'inspiration, d'héritage, de famille, toutes ces expériences que vous avez vécues, quand vous venez de dire s'accepter soi-même, et vous avez dit au début de cette émission que vous avez mis du temps à vous accepter soi-même, que ce soit votre corps, votre maison, votre voix. Quand vous regardez aujourd'hui, à l'aube de vos 40 ans, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Estelle Meyer ? Waouh. Ah, ça pourrait me faire pleurer. J'aurais envie de te dire, ce que je vais du coup me tutoyer, en plus je vois ma gueule devant moi. J'aurais envie de te dire, Estelle, que je suis très fière de toi, que je te donne la main pour toujours, que je suis ton allié absolu, que je te laisserai jamais tomber, que je te laisserai jamais dans la merde, et que on va continuer à déployer nos ailes, notre parfum singulier, et autoriser les autres à le faire avec des brassées d'espérance, d'espoir, d'art, et qu'on va continuer de semer large l'espoir et le goût du vivre. C'est beau. C'est ça, l'acceptation. Être ami avec soi, déjà. Ouais, être sa être bonne ami mère. avec les autres. Être sa bonne mère, être son enfant profond. Il y a un mantra dans le bouddhisme qui est tellement beau qui dit comme une mère au péril de sa vie protégerait son enfant, son unique enfant. Développons pour tous les êtres vivants un amour sans limite. Et déjà pour soi-même, c'est le premier chemin. Complètement. Et c'est le message le plus important. J'ai envie, on a parlé de cette maman, de cet héritage familial. Un petit quiz portrait craché. Quiz portrait craché. Alors des réponses rapides parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Pam, 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 pam. Physiquement, vous ressemblez à votre papa ou votre maman ? Père. Moralement, cette fois-ci ? Mère. Un trait caractéristique de votre famille, justement, qui se transmet de génération en génération et que vous-même, vous avez pu transmettre en tant que maman. Enfin, peut-être que c'est un peu tôt parce que vous avez un petit bébé, mais que vous avez l'impression que quelque chose qui vous caractérise dans la famille. Têtu, exigeant, enthousiaste. On vous a souvent confondu avec... Camélia. Ah, Camélia Jordana. Ouais, souvent, ouais. Je me rappelle, j'étais allée la voir chanter au Bataclan et il y avait quelqu'un qui m'a dit « Vous êtes très courageuse, vous êtes dans la salle juste avant de chanter. » Oui, marrant. Tout à fait. Puis on a joué des sœurs, j'ai joué souvent sa sœur, et puis c'est une grande amie. Donc souvent, on nous l'a dit au niveau de la voix, de la gueule. Mais peut-être c'était complètement quelqu'un d'autre. Comme quoi, c'était peut-être aussi un signe que vous jouiez avec elle et que vous jouiez un membre de sa famille. Si vous étiez un atout, ce serait lequel ? Non, un atout moral, physique, une qualité, le quoi, feu. Un atout, le feu. Si vous étiez une arme de séduction massive, ce serait quoi ? Le panache. Ah, le panache. Un défaut. L'orgueil, l'autoritarisme, la raideur. Ça, c'est le côté cartésien de la romance normande. Quand il faut s'assouplir un peu intérieurement soi-même. Le manque d'humour, j'aime pas quand j'ai pas d'humour, ça me désespère. Mais au moins, vous avez le recul. Hein, ouais, des fois, je suis grave comme une tragédie grecque. 5e acte, c'est la fin. Si vous étiez une émotion.
Les larmes, la tendresse, la timidité, la fougue. J'arrive pas à en choisir une. Si vous étiez une pièce de théâtre. Sarah Bernard, franchement. Je trouve que ça relie beaucoup de pôles de moi-même. Et dans une autre vie, vous auriez ressemblé à qui ou à quoi ? Je pense une pharaone égyptienne, c'est vrai. Franchement. C'est la base. Ou une gitane déchaînée, ou une danseuse de flamenco. Alors voilà une liste de rôles. Tout agent, directeur de casting qui vous écoute, vous venez d'entendre tous les désirs de la meilleure. La meilleure. Pour finir, si vous parliez à l'enfant que vous étiez. Oh. Voilà, pareil, je vais vous donner des phrases à compléter. Alors, et puis d'ailleurs, comme vous êtes devenue maman, voilà, ou si vous parliez à votre fils. Le secret du succès, c'est la vérité, l'authenticité, le dévoilement. La clé du bonheur. La simplicité. En amitié, il faut beaucoup de tendresse, tolérance. Ah, l'amour, c'est vraiment long et dur et beau. Surtout, méfie-toi des imposteurs, des cachettes, des mensonges qui enferment, des fatalités. Il n'y en a pas. Ne t'encombre pas d'ancêtres, de préjugés, d'identité figée. Et pour finir, dans la vie, tu ne dois jamais oublier que la vie est bonne et que vivre est une grâce. Voilà, oh là là, mais on touche la grâce pour finir cette émission. C'était Estelle Meyer qu'on applaudit à la fois au Théâtre du Palais Royal dans l'extraordinaire destinée de Sarah Bernard. Jusqu'au 30 mars, courez-y, vous allez vous prendre une claque. Voilà, une performance époustouflante de comédiennes et de comédiens avec vous sur scène. Et à la fois aussi à ne pas louper en février du 4 au 14 dans Nick et la fatalité, écrite par elle-même. Merci, un mot pour la fin ? Annabelle, vous êtes merveilleuse, vous êtes un soleil et vous êtes un grand cœur de bonté. Merci à vous. Merci, je vous retourne le compliment. C'était Estelle Meyer, nous on se retrouve la semaine prochaine. Et je vous dis à très bientôt, c'est le Club Imo avec Marc Ezrati. Merci la régie. Kiss kiss. Merci.